Je m'appelle Miles Hartford et je me souviens de tout de ce jour-là. L'odeur stérile d'antiseptique dans l'air, le bip rythmique des machines, le poids de la fine couverture d'hôpital sur mes jambes et le goutte-à-goutte glacé de l'aiguille étrangère dans mon bras. J'étais à peine conscient, mais suffisamment pour savoir que quelque chose n'allait pas. La douleur dans mon abdomen était incessante, vive, comme un poing de l'intérieur, tordant tous les organes qu'il trouvait. Les médecins m'avaient annoncé une rupture d'appendice, une intervention chirurgicale immédiate, mais il y avait des complications. Ils avaient détecté une infection, des signes de septicémie. Ils faisaient de leur mieux, mais il fallait que je sois préparé rapidement. Une infirmière se tenait à ma gauche, parlant d'une voix saccadée que je pouvais à peine cerner, et derrière elle, la porte à 2 battants s'ouvrit. C'était Kira, ma femme. Elle entra d'un pas vif, ses talons claquant trop fort sur le linoleum, les yeux écarquillés mais secs. Pas de larmes, pas de panique, juste quelque chose d'indéchiffrable dans son expression, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Pas à ce moment-là. Elle s'est approchée de moi, effleurant mon front de doigts qui s'attardait à peine. Se penchant vers moi comme si elle avait quelque chose d'urgent à murmurer. Je me suis préparé à trouver du réconfort. Je pensais entendre « tout ira bien » ou « je t'aime ». J'avais besoin de ça. J'avais besoin qu'elle me rattache, mais au lieu de ça, j'ai eu ça. Mon ex a plus besoin de moi que toi en ce moment. J'ai cligné des yeux. Au début, je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. Peut-être était-ce la douleur, les médicaments qui engourdissaient mes sens. Mais ensuite elle l'a répété. Trevor est en pleine dépression. Sa petite amie l'a quitté. Il ne va pas bien. Trevor. Le même Trevor qui lui avait envoyé des fleurs pour notre anniversaire. Celui qui trouvait toujours une raison de m'envoyer des SMS quand il savait que je n'étais pas là. Je l'avais toléré pour elle. Laissons le passé au passé. Espérant que l'histoire resterait dans le rétroviseur. Et maintenant, elle le choisissait, à cet instant précis, alors que j'étais à 2 doigts d'être emmené au bloc opératoire, mon corps essayant de s'éteindre. Elle choisissait Trevor. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait même pas l'air inquiète. Elle semblait certaine que c'était une décision qu'elle avait prise des heures, peut-être des jours auparavant. Je dois aller m'occuper de lui, dit-elle comme si j'étais une gêne. Sa voix était sans émotion, sans excuse, sans honte. Puis elle se retourna et partit. Comme ça. J'entendis l'écho de ses talons qui disparaissaient dans le couloir, puis plus rien. Même l'infirmière à côté de moi ne sembla pas se rendre compte de ce qui venait de se passer. Elle ajusta les 4, murmura quelque chose à propos d'anesthésie, et je fermai les yeux, non pas pour dormir, mais pour me protéger du froid soudain qui n'avait rien à voir avec la température ambiante. Tandis qu'il me conduisait vers le bloc opératoire, les lumières au-dessus de moi défilèrent en un lent flou clinique. Je voulais croire que c'était un mauvais rêve, qui m'attendrait à mon réveil. J'étais gonflé de pleurs, la main serrée contre la mienne comme si elle ne voulait jamais la lâcher. Mais une partie de moi, peut-être celle qui avait toujours trop facilement ignoré sa distance, ses disparitions, ses textos tardifs qu'elle n'expliquait jamais, savait qu'il n'en était rien. J'étais juste la patiente. Et la patience, par définition, est faite pour durer. Je me suis réveillé un jour, en chemin vers l'hôpital, un étrange poids pesait sur ma poitrine. Ni douleur, ni peur, mais la prise de conscience que j'allais sombrer sans personne à mes côtés. La dernière chose que j'ai entendue avant que l'obscurité ne m'emporte fut le murmure de voix masquée et le léger cliquetis d'instruments métalliques qu'on préparait. Ni sa voix, ni son toucher, rien d'elle, juste l'absence. Quand je suis revenu à moi, groggy, la mémoire embrouillée, entouré de machines qui bipaient et d'odeurs d'antiseptique, je ne me souvenais plus de l'opération elle-même, mais je me souvenais de ces mots gravés en moi comme l'incision maintenant cousue sur mon abdomen. Mon ex a plus besoin de moi que toi en ce moment. Cela résonnait sans cesse dans ma tête, résonnant à travers le brouillard des analgésiques et du sérum physiologique. Comment pouvait-elle dire ça? Comment pouvait-elle le penser? Et le plus cruel, c'est que je n'avais aucune défense, aucune possibilité d'argument, aucune chance de parler, de me battre, ni même de plaider. J'étais attaché à des moniteurs, drogué et je glissais sous l'eau pendant qu'elle partait, faisant passer ma douleur avant celle d'autrui. Ce choix n'était pas spontané. Ce n'était pas de la compassion. C'était une priorité, et je n'en étais pas une. Les infirmières étaient gentilles, efficaces et distantes. Elles faisaient leur travail. Elles vérifiaient mes constantes, ajustaient mes paramètres, enregistraient leurs dossiers.
Mais aucune d'elles n'a pu combler le vide qu'elle avait laissé. Pas quand la personne censée vous tenir la main dans les moments les plus difficiles a décidé que le chagrin d'autrui était plus important que votre survie. J'ai fixé le plafond pendant des heures, sans pleurer, sans parler, juste le regard fixe, écoutant le bip 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 du moniteur me rappelant que j'étais toujours là. Lorsque l'infirmière de nuit est venue me voir, elle m'a demandé gentiment, « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un ?» J'ai failli dire, « Kira, habitude, mémoire musculaire. » Mais les mots sont restés gravés dans ma mémoire. J'ai secoué la tête. À quoi bon? Elle l'avait clairement dit. Elle ne viendrait pas. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Peut-être jamais. À un moment donné, je me suis à nouveau assoupi. Non pas de confort, mais d'épuisement, émotionnel et physique. Je ne rêvais de rien. Juste du noir. Et quand je me suis réveillé, la pièce était toujours vide. Les fenêtres me renvoyaient mon visage pâle et hagard. Pas de fleurs, pas de mots, aucune trace d'elle. Je l'ignorais alors, mais quelque chose en moi avait déjà commencé à changer. Pas de colère, pas encore. Juste une prise de conscience, une conscience profonde et glaciale que, malgré tout mon amour pour elle, malgré nos vœux, il y avait désormais entre nous un fossé insaisissable, car j'avais frôlé la mort et elle en avait choisi un autre. Pas même par amour, juste par familiarité, par histoire, par réconfort. Mais je n'étais plus son réconfort. J'étais juste le patient, et c'est tout ce qu'elle voyait. Je me suis réveillé lentement, comme si je me hissais du fond d'un puits profond et sombre. La douleur fut la première chose qui m'accueillit, sourde, puis vive, se propageant dans mon ventre comme un feu qu'on attise. Le plafond était d'un blanc stérile, et les machines autour de moi bourdonnaient et bipaient, indifférentes à mon existence. J'avais la gorge sèche, ma bouche avait un goût de métal et mes yeux brûlaient. Une infirmière était à mes côtés, prenant des notes sur un bloc-notes, et pendant une seconde, j'ai cru rêver encore. J'ai tourné lentement la tête, m'attendant à voir Kira recroquevillée sur une chaise d'hôpital, peut-être endormie, une couverture enroulée autour des épaules. Peut-être qu'elle aurait une petite tasse de café à la main, attendant que je me réveille pour me dire quelque chose de rassurant. Mais la chaise était vide. La pièce était vide d'elle, de fleurs, de chaleur. Et, ai-je râlé, la voix brisée comme un murmure négligé. L'infirmière s'est tournée vers moi, son sourire bienveillant mais clinique. « Tu es réveillé, dit-elle doucement. Vas-y doucement. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. » J'ai cligné des yeux, essayant de reconstituer la chronologie. L'opération avait été compliquée. C'était clair. Elle m'a dit que j'étais resté inconscient plus longtemps que prévu à cause des complications de la rupture. Une hémorragie interne, un frôlant la septicémie. Les médecins avaient agi vite, mais c'était passé tout près. 48 heures en soins intensifs. Je la fixais du regard, essayant de digérer tout ça, mais ça n'a pas atterri. Pas comme ça aurait dû. Ce qui a atterri, ce qui est resté gravé dans ma poitrine comme une seconde blessure, c'est que j'avais traversé tout ça sans Kira. Pas de main à serrer quand j'ai dérivé sous l'anesthésie. Pas de voix pour me rappeler quand j'ai sombré dans l'inconscience. J'ai essayé de m'asseoir, mais la douleur m'a repoussé. Mon corps me semblait étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de plus faible, de brisé. J'ai demandé mon téléphone. Elle me l'a tendu avec précaution et j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y avait aucun appel manqué, aucun message vocal, aucun SMS de Kira demandant de mes nouvelles. Pas même un foutu emoji. J'ai appuyé sur son contact et j'ai attendu directement sur la messagerie. J'ai réessayé. Même résultat. Je fixais l'écran, clignant des yeux pour ne pas ressentir la douleur qui me piquait les yeux et qui n'avait rien à voir avec les médicaments. Elle avait dit que Trevor avait besoin d'elle, mais c'était il y a quelques jours. Elle aurait sûrement déjà enregistré quelque chose, n'importe quoi. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte et, l'espace d'une fraction de seconde, mon cœur s'est emballé. Mais ce n'était pas Kira. C'était Gillian. Ma sœur s'est précipitée à mes côtés, le visage pâle et tiré, des larmes coulant déjà sur ses joues. On aurait dit qu'elle les retenait depuis des heures, voire des jours. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré en serrant ma main si fort que ça lui faisait mal. « Tu es réveillé. » J'ai essayé de sourire, mais je n'ai même pas réussi à faire semblant. « Salut, Gilly !» ai-je dit doucement. Elle s'est assise à côté de moi, repoussant mes cheveux de mon front comme si nous étions redevenus des enfants. Elle n'a pas dit grand-chose au début,
elle est restée assise là, laissant le silence parler pour nous deux. Au bout d'un moment, elle a expiré en tremblant et elle a dit, elle n'a pas appelé une seule fois, Miles. J'ai fermé les yeux. Elle savait que tu étais en soins intensifs. Je le lui ai dit. Elle a dit qu'elle s'occupait d'une affaire importante. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, Trevor. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les lèvres de Gillian se sont serrées en une fine ligne de fureur. Elle n'a plus pleuré. Au contraire, elle semblait vouloir crier, jeter quelque chose ou aller chercher Kira et exiger des réponses. Ce n'était pas un appel manqué, a-t-elle dit. C'était de l'abandon. Elle t'a quitté. Tu as failli mourir et elle t'a quitté. Je n'ai pas discuté. Il n'y avait rien à discuter. C'était la vérité, simple et cruelle. Aux heures où j'avais le plus besoin d'elle, quand mon corps luttait pour survivre, elle n'était pas là. Pas même un SMS. J'étais son mari, son partenaire, l'homme qu'elle avait juré d'aimer dans la maladie comme dans la santé. Mais quand la maladie est arrivée, elle a disparu. Gillian est resté des heures. Elle m'a apporté de la soupe que je ne pouvais pas manger, des livres sur lesquels je n'arrivais pas à me concentrer, et une petite plante qui semblait à moitié morte, mais qui semblait résistante comme toi. Elle s'est assise à mes côtés à chaque examen, a parlé aux infirmières, a posé les questions que je n'avais pas pensé à poser. C'est grâce à elle que je n'ai pas complètement perdu la raison. Au cours de la deuxième nuit, j'ai essayé de rappeler Kira. Elle a sonné une fois, puis la messagerie vocale. J'ai laissé un message, cette fois. Bref, sans fioriture. Dis donc, je suis sorti des soins intensifs. Je pensais que tu devais le savoir. Elle n'a pas répondu. Le troisième matin, Gillian est revenu avec une tasse de café de voyage et un sourire las. Toujours pas de nouvelles d'elle, demanda-t-elle. J'ai secoué la tête. Ça fait 3 jours, marmonna-t-elle en approchant une chaise du lit. 3. Peu importe que Trevor ait fait une crise de brûlure spontanée. On ne laisse pas son mari comme ça. C'est là que j'ai pris toute la mesure. Ce n'était pas juste de la négligence. Ce n'était pas un oubli ou un sentiment d'accablement. Ce n'était pas une crise qui l'avait emporté temporairement. C'était un choix conscient et délibéré de faire passer quelqu'un d'autre avant moi, de voir ma souffrance et de m'en détourner. Il y a un moment dans chaque trahison où l'esprit cesse de rationaliser et commence à accepter que c'était la mienne. Je baissai les yeux sur les 4 dans mon bras, les bleus qui fleurissaient sur mon poignet, la cicatrice cachée sous la robe, et sentis le froid me rattraper. Non pas de peur, ni de douleur, mais de la clarté que ce n'était plus un mariage. C'était un arrangement qui n'incluait plus ni amour ni loyauté. Gillian me prit de nouveau la main. « Tu n'es pas seul, murmura-t-elle. Tu as maman et papa. On ne te laissera pas traverser ça sans quelqu'un à tes côtés. » J'avalai ma salive avec difficulté, à la fois reconnaissante et honteuse. Reconnaissante pour elle. J'avais honte d'avoir laissé mon monde se rétrécir au point de ne pas voir à quel point j'étais insignifiant pour la seule personne censée se soucier le plus de moi. Plus tard dans la soirée, l'infirmière est entrée et m'a demandé si je voulais réinscrire quelqu'un à contacter en cas d'urgence. J'ai marqué une pause, puis j'ai dit, remplacé par Gillian Hartford. L'infirmière a hoché la tête, a saisi le nom et est passée à autre chose. D'un seul coup, j'avais effacé Kira du seul document qui avait du poids à ce moment-là. Ni par dépit, ni par colère, mais parce que j'avais enfin compris la vérité. J'avais mené le combat de ma vie. Et elle n'était pas venue. La porte s'est ouverte comme si de rien n'était. Comme si cela ne faisait pas 3 jours que j'avais frôlé la mort. Comme si je n'avais pas passé ces heures à fixer le plafond, à écouter mon cœur battre sur un moniteur pendant que ma femme s'occupait des émotions d'un autre homme. Kira est entrée sans fleurs, sans un air coupable, et sans même vérifier si j'étais endormi ou réveillé. Elle a juste inspiré, son téléphone à la main, une bouteille d'eau de coco à la main, habillée comme si elle revenait d'une séance de yoga ou d'une journée chez Trevor. Son regard m'a parcouru comme une infirmière prendrait mes constantes. Fonctionnelle, détachée, distante, je n'ai rien dit tout de suite. Une partie de moi était encore coincée dans ce vide entre colère et épuisement. J'avais imaginé ce moment plus d'une fois. Ce que je dirais si elle franchissait cette porte. Ce que je voulais qu'elle ressente. Regret, remords, peur de m'avoir perdu. Mais elle semblait trop calme pour tout cela. « Comment te sens-tu »
a-t-elle demandé en posant la bouteille sur la table basse comme si cela pouvait tout compenser. Envie, ai-je dit d'une voix sèche et basse. Apparemment, a-t-elle souri. Pas le genre de sourire qui trahissait son soulagement. Le genre de personne qui disait ne pas savoir comment gérer la situation, alors elle avait opté pour une neutralité fade. Elle s'est assise à côté de moi et a croisé une jambe sur l'autre, jetant un dernier coup d'œil à son téléphone avant de le glisser dans son sac. J'ai couru dans tous les sens. Ça fait longtemps, a-t-elle dit, comme si elle venait de terminer un projet difficile au travail. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardée. La façon dont ses doigts s'agitaient sur le bord de sa manche. La façon dont elle refusait de me regarder dans les yeux plus d'une seconde. Elle était nerveuse, mais pas parce qu'elle pensait avoir fait quelque chose d'impardonnable. Elle était nerveuse parce qu'elle craignait que je ne comprenne pas, comment va Trevor, ai-je finalement demandé, sans cacher mon amertume. Elle a levé les yeux, surprise. Il va mieux, a-t-elle dit, comme si c'était une nouvelle qui devrait m'intéresser. Il avait vraiment besoin de quelqu'un. Sa petite amie est partie de nulle part. Et ça exigeait que tu me laisses en soins intensifs. Elle a cligné des yeux. Miles, non. Ne te laisse pas aller. Raconte-moi exactement comment ça s'est passé. Tu étais là. J'étais sur le point d'être ouverte et tu es parti. Il m'a appelé en sanglotant, dit-elle d'un ton presque défensif. Il parlait de faire quelque chose de radical. Et qu'étais-je censé faire? Te donner des nouvelles du bloc opératoire. Je sentais la chaleur me monter au visage. Une brûlure lente qui ne venait pas de la fièvre que j'avais combattue 2 nuits plus tôt. Tu n'as même pas pris de mes nouvelles. Je prenais des nouvelles. Gillian m'a dit, tu n'as pas appelé. Pas une seule fois. Tu n'as pas laissé de message vocal. Tu n'as pas demandé de nouvelles à l'infirmière. Tu as disparu. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée. Je ne pensais pas que ce serait si grave. Tu es fort, Miles. Tu rebondis toujours. Cette phrase, cette justification paresseuse et irréfléchie m'a transpercé plus fort que le scalpel. Tu pensais que je me remettrais. J'ai répété, à cause de la septicémie. Tu ne m'as pas dit que c'était une septicémie. Je ne pouvais rien te dire. J'étais inconsciente. Tu n'étais pas là. Elle ne parla pas. Son silence n'était pas un regret. C'était un calcul. Elle essayait de décider si c'était le moment de pleurer, de s'excuser ou de tourner la situation en malentendu. J'avais besoin de toi, dis-je doucement. Pas de façon romantique et dramatique. J'avais besoin de toi comme on a besoin d'oxygène quand on se noie. J'avais besoin de toi sur cette chaise quand j'ai ouvert les yeux. Mais tu n'étais pas là. Tu soutenais quelqu'un d'autre pendant que je m'effondrais. Il est important pour moi, dit-elle finalement, plus que moi. Elle n'avait pas besoin de le dire. C'était dans chacun de ses choix. Dans sa façon de sursauter quand je le mentionnais. Dans sa façon de défendre sa présence dans nos vies comme si elle était sacrée. Et maintenant, elle était là, m'expliquant sa douleur comme si elle avait été équivalente à la mienne. Il avait besoin de quelqu'un, répéta-t-elle, plus doucement maintenant. Moi aussi. Cela l'arrêta net. L'espace d'une seconde, son expression vacilla, non pas en excuse, mais en quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Un bref éclair de compréhension, elle avait créé un vide là où vivait la loyauté. Mais il passa et elle se laissa aller en arrière sur la chaise, comme si nous étions à la fin d'un dîner gênant plutôt que de l'effondrement de notre mariage. Tu ramènes tout ça à toi. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'absurdité de cette phrase a anéanti le peu de confiance qu'il me restait en elle. Je suis dans un lit d'hôpital, ai-je dit, branché à des machines, éventré seul. Et tu me dis que je suis égoïste? Je n'ai pas dit égoïste. Tu as juste dit que je ramène tout ça à moi. C'était à moi. C'était moi qui mourais, pas Trevor. Moi. Elle se leva alors, époussetant des peluches imaginaires de son pantalon de yoga, comme si elle ne pouvait pas rester assise dans cette vérité plus de quelques secondes. Je ne suis pas venue ici pour me battre, dit-elle en attrapant son sac. Je suis venue pour prendre de tes nouvelles. Non, tu es venue pour te justifier, ai-je dit en tournant mon visage vers la fenêtre. La lumière dehors était pâle et froide, tout comme elle. Tu ne t'attendais pas à ce que je me souvienne de tout. Elle ne répondit pas, resta là un long moment. Comme si elle attendait que je la rappelle,
que je lui propose un moyen de sortir de cette culpabilité. Mais je n'avais plus de bouée de sauvetage à lui tendre. Lorsque la porte se referma derrière elle, je sentis un autre silence s'installer dans la pièce. Non pas l'absence de bruit, l'absence d'espoir, de réparation. Il y a des fractures qui se réparent avec le temps et l'effort. Mais ce n'en était pas une. Elle avait fait un choix. Et dans ce choix, elle m'avait tout dit. Ce n'était pas la dépression de Trevor qui nous avait détruits. C'était la mienne. Et le fait qu'elle ne pensait pas que cela avait d'importance. Avant tout cela, avant l'opération, le silence et le dénouement, je croyais à cette loyauté dont on chante les chansons. Ira et moi nous étions promis tout, dans la maladie comme dans la santé, dans tous les tournants de la vie. Et nous avions prononcé ces vœux comme si nous les pensions sincères, debout sous un des deux guirlandes lumineuses dans le jardin de ma tante, sa main tremblant légèrement dans la mienne tandis qu'elle jurait de rester à mes côtés quoi qu'il arrive. Je me souvenais de son sourire ce jour-là. Je me souvenais de l'avoir cru. C'est cette partie qui ne cessait de se tordre en moi comme un couteau émoussé. Comme j'avais été sûr de moi. C'était étrange comme la trahison ne s'accompagnait pas toujours de haussements de voix, d'infidélité ou de portes claquées. Parfois, elle arrivait doucement, une phrase murmurée, une absence silencieuse, une priorité dont on ne réalisait plus qu'elle n'était plus qu'une fois trop tard. Assise dans ce lit d'hôpital quelques jours plus tard, je me remémorais tout ce que Kira disait. Court ou mort, disait-elle. Elle aimait le dire comme si nous formions une sorte d'équipe. Nous contre le monde. Mais quand c'était vraiment nous contre quelque chose de réel, quand la mort s'approchait suffisamment pour frôler ma peau, elle partait sans moi. Il y a des années, je lui avais demandé des nouvelles de Trevor, pourquoi elle continuait à lui parler, à lui répondre par SMS, à prendre des appels tard le soir pendant que je me brossais les dents ou que je pliais du linge dans l'autre pièce. Elle avait dit, c'est ma famille. Elle l'avait dit avec désinvolture, presque comme si c'était moi qui exagérais. Tu as une histoire avec les gens, Miles, avait-elle expliqué. Et certaines choses ne disparaissent pas comme ça parce qu'on se marie. J'avais hoché la tête à contre-cœur, car une partie de moi voulait être celle qui a confiance en elle. Le mari compréhensif, celui qui ne demandait pas plus que ce qu'elle était prête à donner. Mais je réalise maintenant à quel point j'avais sous-estimé le poids de ces mots. Il est ma famille. La vérité, c'est qu'elle n'avait jamais vraiment fixé de limites. Et c'était important, car l'amour a besoin de limites, pas seulement de sentiments. La loyauté n'est pas passive. Elle est active. C'est choisir. C'est dire qu'on compte plus que tout, là, maintenant. Je ne lui demandais pas de le détester. Je lui demandais de me faire passer en premier quand il le fallait. Et elle ne l'a pas fait. Le soir de sa deuxième intervention chirurgicale, elle a essayé d'apporter un smoothie. Il est resté intact sur le plateau, tandis qu'elle racontait à quel point tout avait été épuisant. Trevor est dans une spirale infernale, a-t-elle dit comme si elle me donnait la météo. Enfin, ce n'est pas sa faute. Tu sais à quel point il peut être instable émotionnellement. Elle a marqué une pause et m'a regardé avec cette douceur condescendante. Tu serais fier de moi. Je l'ai aidé à traverser le pire. Fier. J'avais été ouverte, j'avais failli mourir, et elle voulait que je sois fier d'elle pour avoir consolé son ex. Je lui ai demandé, pourquoi a-t-il encore accès à toi? Elle avait l'air perplexe. Comment ça? Je veux dire, pourquoi peut-il t'appeler au milieu de la nuit et t'éloigner de ton mari en cas d'urgence médicale? Pourquoi décroches-tu à chaque fois? Ses yeux se sont rétrécis, la défense s'est installée. Parce que c'est de la famille, Miles. On se connaît depuis le lycée. Il a traversé beaucoup d'épreuves, pas moi. Elle tressaillit. Invisiblement, mais je le vis à la crispation de sa bouche. Elle ne répondit pas. Et ce silence obstiné et accablant, m'en dit plus que des mots. J'ai demandé, et moi, je suis quoi alors? Elle ne répondit pas. N'essaya même pas. Elle se contenta de remuer, mal à l'aise, sur sa chaise, jouant avec la sangle de son sac comme si elle attendait que l'infirmière l'interrompe et lui évite de l'avouer à voix haute. Mais je le savais déjà. J'étais l'homme qu'elle avait épousé, celui qui payait les factures, aidait à choisir la table, faisait la vaisselle quand elle était fatiguée, mais je n'étais pas celui qu'elle protégeait, pas quand c'était important. Je la regardai et lui dis, « Est-ce que tu comprends au moins ce que tu as fait ?» Elle soupira comme si j'étais celui qui était déraisonnable. « Je ne voulais pas te faire de mal, mais tu l'as fait.
Tu as fait un choix. Je pensais que tu irais bien, répéta TL. Tu es plus fort que Trevor. Cette phrase me colla aux côtes comme de la fumée. Comme si je ne méritais pas de soutien parce que je ne m'effondrais pas de la même façon. Parce que je n'avais pas pleuré au téléphone, ni menacé de m'automutiler, ni fait de moi un projet à sauver. Ce n'est pas de la loyauté, dis-je d'une voix basse et assurée. C'est du favoritisme déguisé en histoire. Elle se leva, visiblement excédée par la conversation. Je suis venu te voir. Je ne suis pas venu pour être accusé d'être une mauvaise épouse. Tu n'es pas accusé. Je dis juste enfin l'évidence. Elle attrapa son sac, souffla quelque chose et repartit. Et je la laissai partir. Non pas que je m'en fichais, mais parce que je commençais à réaliser que tenir la porte à quelqu'un qui n'avait jamais prévu de rester était épuisant. La loyauté, j'ai appris, ne se résume pas à rester. C'est être présente. C'est une question de présence, pas de proximité. On peut vivre dans la même maison, dormir ensemble. Dans le même lit, et pourtant, j'abandonne quelqu'un. Je continue à choisir quelqu'un d'autre encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Jusqu'à ce que la personne laissée derrière commence à douter de sa propre valeur. Les jours qui ont suivi, j'ai cessé d'espérer des excuses. J'ai cessé d'attendre d'elle un moment de révélation où elle s'effondrerait et avouerait tout. La culpabilité, les regrets, les priorités mal placées. Cette scène n'est jamais venue. Elle m'a envoyé quelques textos. De brefs messages superficiels. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Vous mangez bien? On aurait dit des messages d'un collègue, pas d'une épouse. Sans substance, sans âme. Je fixais ces textos sans jamais répondre. Non pas que je jouais à des jeux, mais parce que je n'avais plus rien à donner à quelqu'un qui pensait que la loyauté était facultative. Quémander la décence élémentaire d'être choisi ne m'intéressait plus. Alors, je me suis assis avec la vérité. Je l'ai laissé s'installer comme de l'eau et du sédiment. Et plus je me suis calmé, plus les choses me semblaient claires. Elle ne m'avait pas trahi d'un coup. Elle l'avait fait lentement, au fil des années, par petits écarts et micro-discrétions. Des décisions difficiles, en faisant de quelqu'un d'autre sa priorité émotionnelle tout en s'attendant à ce que je sois sa constante. Mais je n'étais plus sa constante, et je ne voulais pas l'être, car le mensonge de la loyauté fait plus mal que la trahison elle-même. Il vous convainc de rester plus longtemps, d'espérer plus fort et d'accepter moins. Jusqu'au jour où vous vous réveillez seul dans un lit d'hôpital et réalisez que la personne en qui vous aviez confiance pour vous tenir la main tenait toujours le cœur de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas les mots. Je pensais que je les trouverais. Je pensais m'asseoir un jour dans ce lit d'hôpital, regarder Kira droit dans les yeux et lui asséner une réplique froide et éloquente qui la forcerait à voir ce qu'elle m'avait fait. Quelque chose de cinématographique, quelque chose qui la couperait le souffle et la rendrait honteuse. Mais la vérité, c'est que lorsqu'elle se tenait à nouveau devant moi, pour la 3e fois en une semaine, un smoothie à la main, le sourire crispé comme un point de suture, je ne pouvais même pas parler, pas comme je le voulais. Ma gorge se serra, mon pouce accéléra, et tout ce que j'avais répété s'évanouit. Mais Gillian n'avait jamais eu besoin d'un script. Elle était arrivée 10 minutes plus tôt, avec une petite trousse de toilette et un jeu de mots croisés pliés qu'elle avait à moitié terminé chez elle. Elle savait que je ne faisais pas de mots croisés. C'était sa façon de rester assise en silence avec moi, d'occuper l'espace sans pression. Elle était déjà installée dans le fauteuil quand Kira entra. Ce timing maladroit donnait l'impression que la pièce était plus petite qu'elle ne l'était déjà. Kira ne sembla pas remarquer Gillian au début. Elle sourit. Aussi légère que les jours précédents. Je t'ai apporté un smoothie à la mangue, dit-elle en le tendant comme une offrande de paix. Je le regardai, puis la regardai, mais je ne bougeais pas Gillian, elle, si. Elle se leva lentement, la bouche serrée en une ligne si serrée qu'elle aurait pu fendre de l'acier. Elle prit le smoothie des mains de Kira et le posa sur le comptoir sans un mot, puis se tourna pour lui faire face. « Tu as du culot, dit-elle. »« Calme, calme mortel. » Kira cligna des yeux. « Excuse-moi. »« Moi. » Gillian fit un pas en avant, d'une voix basse mais claire. « Tu n'as pas le droit d'entrer ici avec un smoothie et un haussement d'épaule coupable, et de faire comme si tu n'avais pas disparu alors que mon frère était à l'article de la mort. Là, c'est raide. » Je n'ai pas disparu. J'avais Trevor, s'exclama Gillian. Ouais, on sait tous que Trevor était en train de perdre son sang-froid. Bouh.
Mais Miles se vidait de son sang pendant que tu jouais les thérapeutes avec un homme qui couchait avec la moitié de la ville. Le silence se fit dans la pièce. Mon souffle se bloqua. Les mots de Gillian fendirent l'air comme une lame. Là. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Je pouvais voir le rouge lui monter au cou. La façon dont elle me regardait, cherchant du soutien, une confirmation, une sorte de bouée de sauvetage. Je ne lui en ai pas donné. Tu ne connais pas toute l'histoire, marmonna Kira, la voix sur la défensive. Gillian croisa les bras. Je sais ça. Quand la personne que tu prétends aimer est dans un lit d'hôpital à se battre pour sa vie, tu ne disparais pas. Tu ne disparais pas. Coupe ton téléphone. Tu ne laisses pas sa sœur rester assise toute la nuit à prendre des nouvelles, lui tenir la main quand il se réveille et ne sait plus où il est. Ce n'était pas si simple. C'était exactement aussi simple que ça, rétorqua Gillian. C'était un choix, et tu ne l'as pas choisi. Je l'ai vu à ce moment-là. L'étincelle dans les yeux de Kira. Pas de culpabilité, ni même de honte, de la panique. Le genre de panique qu'on ressent quand le scénario qu'on a utilisé commence à s'effondrer et qu'on réalise que le public n'y croit plus. Je suis passé par là, dit-elle faiblement, en gesticulant comme si cela prouvait quelque chose. Je suis revenu. Tu es revenu, répéta Gillian, la voix pleine de venin. Comme une invitée, comme une touriste en proie à la douleur. Tu es arrivé avec des boissons et des nouvelles de la santé mentale de ton ex, comme si c'était censé le réconforter. Kira recula, le visage déformé par cette expression familière que j'avais vue lors des disputes. Mi-incrédulité, mi-supériorité. Tu aggraves les choses, dit-elle. Pas pour moi, mais à Gillian. Gillian haussa les sourcils. Oh, ma chérie, ce n'est pas moi qui ai laissé mon mari mourir seul. Les mots résonnèrent, durs, crus et d'une vérité brutale. Le sang-froid de Kira se brisa. Elle attrapa son sac, le smoothie toujours intact sur le comptoir. Tu n'as pas le droit de me juger, dit-elle d'une voix s'élevant. C'est entre Miles et moi. Alors fais comme si c'était le cas. S'exclama Gillian. Fais comme s'il comptait. Kira me regarda de nouveau. Mais à ce moment-là, je détournai les yeux par la fenêtre vers les toits de la ville, gris et froid dans la lumière de fin d'après-midi. Je ne pouvais pas soutenir son regard. Je ne voulais pas voir ce qui était là ou ce qui n'y était pas. Le claquement de ses talons heurta le carrelage tandis qu'elle sortait en trombe, la porte se refermant derrière elle avec un bruit sourd. Gillian resta un moment immobile, le souffle court, les mains toujours serrées. Elle ne se retourna pas tout de suite. Elle fixa simplement la porte comme si elle essayait d'effacer le fait que Kira avait déjà traversé cette épreuve. Finalement, elle expira et se rassit. Désolée, murmura-t-elle. Je sais que ce n'est pas mon rôle. Si, dis-je doucement. Et si? Elle avait dit ce que je ne pouvais pas dire. Elle avait dit chaque mot que j'avais digéré, chaque vérité que je n'avais pas osé exprimer. Car le propre de l'amour, c'est qu'il ne disparaît pas d'un coup. Il meurt par petits moments, par silence, par absence. Je n'étais pas prête à crier. Je n'étais pas prête à me battre. Mais Gillian s'était battue pour moi, et cela comptait plus que tout ce que Kira avait fait. Nous sommes restés assis un moment en silence, celui qui ne demande pas à être comblé. Gillian finit par me serrer la main. Tu ne mérites pas ça, murmura-t-elle. Je n'ai pas pleuré, mais j'en avais envie. Pas pour le mariage que je perdais, mais pour les années passées à croire que j'étais aimé comme je l'aimais en retour. Kira n'est pas revenue pour 7 jours de plus. Et quand elle l'a fait, quelque chose en moi avait déjà changé. Quelque chose avait commencé à se refermer, à se durcir. Car lorsque le monde s'est tu, une seule personne est restée à mes côtés. Et ce n'était pas la femme que j'avais épousée. C'était la sœur qui ne m'avait jamais quitté. Quand ils m'ont enfin laissé sortir, j'aurais dû ressentir du soulagement. J'aurais dû me réjouir de la fin des néons, des odeurs d'antiseptiques et du défilé interminable d'infirmières vérifiant mes constantes à 3 heures du matin. Mais au lieu de cela, je me suis assise au bord de ce lit d'hôpital, fixant les papiers de sortie dans mes mains comme si c'était une sentence que je n'avais pas acceptée. Gillian se tenait à côté de moi, mon sac déjà fait, offrant cette présence qui me faisait sentir comme à la maison. Mais ce n'était pas à elle de me ramener dans une maison qui ne me ressemblait plus. Kira avait envoyé un texto ce matin-là, je viendrai te chercher. Préviens-moi de l'heure. Je n'avais pas répondu. Au lieu de cela,
J'ai regardé Gillian et j'ai dit. Pourriez-vous me raccompagner? Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste hoché la tête, m'a aidé à entrer dans la voiture et à ajuster le réchauffement du siège pour mon dos. La balade était calme à l'exception du bourdonnement bas de pneus contre la route et de la rafale de vent occasionnelle. Je n'avais pas besoin d'expliquer. Elle n'avait pas besoin de l'entendre. Nous savions tous les deux ce qui attendait ou n'attendait pas de l'autre côté de cette porte d'entrée. Lorsque nous nous sommes arrêtés à la maison, cela avait exactement la même apparence. Deux histoires. Beige coincé. Livy Kira avait planté à escalader le treillis comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Gillian m'a aidé à monter les marches et s'est arrêtée avant de lâcher prise. Je reviendrai plus tard cette semaine, a-t-elle dit. Mais si vous avez besoin de quelque chose avant cela, appelez-moi. Pas elle. Moi? J'ai hoché la tête, saisissant le bouton de porte comme si ça pourrait me mordre. Le verrou a cliqué sur ouvert et je suis entré dans une maison qui se sentait plus froide que l'hôpital. Il n'y avait pas de ballon à l'arrière. Pas de repas chaud en attente, juste du silence. Une pile de courriers non ouverts sur le comptoir. Le faible parfum de lavande d'une bougie. Elle doit avoir allumé ce matin-là. J'ai passé à travers le salon lentement, chaque étape me rappelant que mon corps n'avait pas encore guéri, et aucun n'avait l'espace entre nous. Elle est sortie de la cuisine comme si elle attendait son signal. Son sourire répéta, sa voix un peu trop brillante. Et, tu es de retour. Je suis de retour. J'ai fait l'écho, posant mon sac près des escaliers. Elle se dirigea vers moi comme si elle pourrait me serrer dans ses bras, puis s'arrêta à mi-chemin. Vous n'avez pas répondu à mon texte. Le visage ameurait son visage, le sourire disparaissant comme un interrupteur avait été renversé. Miles, j'essaie ici. Je n'ai pas répondu. J'étais trop fatigué pour une autre série de souvenirs sélectifs et de félicitations. Nous ne nous sommes pas battus ce soir-là. Montait besoin de passion et je n'avais pas eu l'énergie pour lui donner plus. Dormir. Puis-je entrer? Je me repose. Elle n'a plus réessayé. Nous avons vécu comme ça pendant des jours, comme des locataires. Elle m'a envoyé un texto de l'autre côté de la maison au lieu de parler. J'ai cessé de répondre. Je ne pouvais plus faire semblant. Night, I stood in the kitchen eating soup. Gillian had dropped off, I heard her voice from the hallway. Qui est? Urgent. Trevor. He can't talk now. He froze. She was on the phone. There was a pause, long and telling. Then she said it. Et est here. Et, not Miles, not my husband, juste et. That small word broke something in me that hadn't snapped yet. He stood there with the microwave humming behind me and regarda le comptoir comme si cela pourrait expliquer comment la femme que j'ai épousée était devenue un étranger qui a parlé de moi comme un fardeau. Elle ne savait pas que j'écoutais. Peut-être qu'elle ne se serait pas souciée si elle le faisait. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte sans son. Je ne l'ai pas affrontée. Quel était le point? Je savais déjà où se trouvait sa loyauté. Vous ne chuchotez pas le nom de quelqu'un d'autre dans l'ombre et ne l'appelez pas l'amitié. Vous ne cachez pas d'appel téléphonique s'il n'y a rien à cacher. Elle ne couchait peut-être pas avec lui, mais elle lui avait donné quelque chose qui était censé être à moi. Sa présence, sa priorité, son cœur et toutes les façons qui comptent. Plus tard dans la soirée, je l'ai entendue passer devant ma porte. Elle s'arrêta comme si elle pouvait peut-être sentir le changement d'air, comme peut-être qu'elle savait que j'avais entendu. Mais elle n'a pas frappé. Elle ne l'a pas ouvert. Elle a juste continué à marcher. Le lendemain matin, elle est partie tôt pour le travail. Pas de notes, pas de texte, pas même une tasse de café laissée comme elle le faisait. Je me suis assis à la table de la cuisine, en cuillère à l'avoine froide dans ma bouche et en écoutant le bruit des oiseaux à l'extérieur. Il sent comme le monde était intact, comme l'amour n'avait pas disparu dans cette maison, comme la trahison ne s'était pas enveloppée autour des boutons de la porte et des cadres d'images et rempli les fissures entre chaque mot sans parler. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé quelque chose de profondément troublant. Rien dans la maison n'avait bougé. Les oreillers à lancer étaient toujours parfaitement placés. Les photos étaient toujours accrochées au mur du couloir. Moi et Kira en Italie au les chaos à notre mariage. Tout souriant, tous les mensonges maintenant. J'ai pensé à les abattre, à nettoyer complètement la maison d'elle, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Je voulais d'abord en ressentir le poids.
Je voulais m'asseoir dans cette vérité jusqu'à ce que je sache quoi en faire. Parce que le silence entre nous n'était plus seulement le silence. C'était un verdict. Et j'avais fini de prétendre que nous étions plus que des cohabitants d'une maison divisée par des choix qu'aucun de nous ne pouvait reprendre. C'était un mardi matin où j'ai décidé que j'avais fini de saigner tranquillement. Le soleil était déjà levé, jetant de longues barres de lumière sur le comptoir de la cuisine. Je ne l'avais pas dormi beaucoup. Mon corps a CHD moins que la semaine précédente, mais le genre d'épuisement que je portais maintenant n'était pas physique. C'était le poids d'être invisible dans ma propre vie. La maison était à nouveau calme. Kira était partie tôt pour travailler. Je pouvais toujours le dire par le silence. Aucun clic sur ses talons dans les escaliers. Pas de cliquetis de son mélangeur de smoothie. Juste l'odeur périmée de son parfum qui s'attardait dans l'air comme une mémoire décolorante. J'ai ouvert le tiroir à côté du réfrigérateur et j'ai sorti un dossier de manille que j'avais préparé à de petites doses régulières au cours des derniers jours. À l'intérieur se trouvaient les factures d'hôpital dont j'avais demandé des copies. Détaillées et sans excuse. Une facture pour la chirurgie d'urgence, le séjour en USI, les antibiotiques, les rendez-vous de suivi, chaque élément de preuve que j'avais été au bord du bord et que je l'ai survécu seul. Niché derrière les factures était une carte de visite d'un thérapeute recommandé par Gillian. Un homme calme nommé le docteur Hoy qui n'a pas tressailli quand je lui ai parlé de Kira, Trevor, sur le silence qui s'était glissé dans notre mariage comme la moisissure. À l'arrière de la carte dans mon écriture. J'avais griffonné une phrase de notre dernière session. Arrêtez d'essayer de sauver les gens qui ont mis le feu au canot de sauvetage. Celui-là est resté avec moi. Et puis finalement, il y avait la lettre. Je l'avais écrit 3 fois. Une fois dans la colère, une fois dans la douleur, et enfin en clarté, j'ai placé le dossier sur le comptoir de la cuisine là où elle a laissé tomber ses clés tous les soirs. Je n'ai pas quitté de notes de post-it ni de mots final dramatiques. Je l'ai juste laissé là, nu et sans prétention comme la vérité. Cette nuit-là, je ne l'ai pas attendu. J'étais dans la chambre d'amis, les lumières éteintes, quand j'ai entendu la porte se déverrouiller et le jingle familier de son saisi. Elle n'a pas remarqué le dossier au début, pas jusqu'à ce qu'elle se précipite sur la lumière de la cuisine et la voyait assis là où son smoothie allait habituellement. Il y a eu une longue pause. Je l'ai entendu dans le couloir. Le ruisseau du plancher sous son talon. Le doux battement de papier étant soulevé du dossier. Le respect de l'haleine quand ses yeux ont dû atterrir sur la lettre. Puis pas rapide, instable. Elle a frappé à ma porte, plus fort qu'elle ne l'avait fait auparavant. Miles. Sa voix avait un bord net maintenant. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'elle s'asseoire avec une seconde de plus. Quand j'ai ouvert la porte, je ne me suis pas écarté. Je me penchai contre le cadre, les bras croisés et la regardai droit dans les yeux. Tu l'as lu? Qu'est-ce que cela signifie? Elle demanda, agitant la lettre à la main comme si elle l'avait insultée. Cela signifie que j'ai fini d'attendre quelque chose que vous ne me donnerez jamais. Elle me regarda, déconcertée. Cette lettre donne l'impression que vous vous éloignez. Je n'ai pas tressailli. J'ai fini de rivaliser avec un fantôme, Kira. J'ai fini d'être deuxième dans une relation, je suis censé être le premier. Trevor ne l'est pas. J'ai coupé. Ne dis pas qu'il n'est pas ça important. Vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi par-dessus moi. Sur ma santé? Sur la décence humaine de base. Vous m'avez laissé dans un lit d'hôpital et êtes allé tenir la main de votre ex pendant que je me battais pour ma vie. Il avait une crise de santé mentale, a-t-elle cassé. Et j'avais une urgence médicale. Mais vous n'avez même pas vérifié pour voir si j'ai survécu. Elle ouvrit la bouche et la ferma à nouveau. La chaleur s'échappait de son visage maintenant, remplacée par quelque chose de plus froid, quelque chose qu'elle ne pouvait pas discuter. Je vous ai dit dans la lettre, j'ai dit, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une vengeance. C'est de la clarté. Je ne peux pas continuer à essayer de réparer quelque chose que je n'ai pas cassé. Alors quoi? Dit-elle amèrement. Tu veux un divorce? Je me faisais une pause. Laissez le mot y pend. Votre première fidélisation est envers quelqu'un d'autre. Triste. Trevor m'a envoyé un texto, dis-je tranquillement, la regardant tressaillir. Dit qu'il vous aime toujours. A dit qu'il ne voulait pas causer de problème. Son visage s'est pâle. Quoi? Je l'ai imprimé.
J'ai continué. C'est à l'arrière du dossier. Elle ne parlait pas. Elle regarda ensuite les yeux vitreux. Je ne lui ai pas répondu, dis-je. Mais j'ai pensé que vous devriez le voir puisque vous le choisissez toujours. Je ne savais pas qu'il avait dit cela. Mais vous saviez ce que cela ressentait à chaque fois qu'il appelait et vous avez répondu. Chaque fois que j'avais besoin de toi et tu n'étais pas là. Silence à nouveau. Un long tronçon brut de celui-ci. Elle me leva les yeux puis finalement il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux. Je ne pensais pas que je te perdrais. J'ai presque dit, vous l'avez déjà fait. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste reculé dans la pièce et j'ai doucement fermé la porte. Et pour la première fois depuis le jour de la chirurgie, j'ai dormi. Pas bien, pas longtemps, mais j'ai dormi. Parce que parfois la frontière la plus bruyante n'est pas cria. Il est écrit tranquillement. Plié dans un dossier de manille et laissé sur un comptoir. Pas pour le drame, pas pour le spectacle, mais parce que suffisamment était finalement assez. Le message est arrivé tard un jeudi soir. Je me tenais dans la salle de bain en brossant les dents dans le miroir. Plus la mousse de dentifrice se frappait contre la ligne rouge en colère de la cicatrice de guérison qui a traversé mon estomac. J'avais levé ma chemise pour le vérifier. Une de ces routines inconscientes que j'avais développées depuis mon retour à la maison. Un rappel que ce qui s'est passé était réel, que la douleur n'avait pas été émotionnelle, que mon corps, comme mon mariage, avait été ouvert et laissé se répandre. J'ai rincé la bouche, j'ai remorqué mes mains et je suis retourné dans la chambre d'amis, la pièce qui était tranquillement devenue mon sanctuaire, même si elle n'a jamais été destinée à plus que de courtes visites d'amis hors de la ville. Mon téléphone a bourdonné sur la table de nuit. Numéro inconnu. J'ai hésité avant de le déverrouiller. J'ai rarement répondu aux appels ou aux SMS à partir de chiffres que je ne reconnaissais pas ces jours-ci. Trop de choses réelles sont venues de ces inconnus. Mais ce n'était pas un appel. C'était un texte. Et mec, c'est Trevor. Mon estomac se resserra, pas de l'incision, mais quelque chose de plus profond, de plus froid. Je voulais tendre la main. Je ne voulais pas causer des problèmes entre vous et Kira. Je me suis assis sur le bord du lit, le matelas soupirant sous mon poids. Mon pouce planait sur l'écran alors que je le relus. Elle vient de se présenter cette nuit-là. Je ne lui ai pas demandé de le faire. J'ai regardé les mots rationnellement. Je savais qu'il essayait de le présenter comme une innocence, peut-être même des remords. Mais cette dernière phrase a tordu quelque chose en moi. Elle s'est présentée comme si elle était un paquet à sa porte. Comme ma femme était une femme qui vient de tomber dans ses bras pendant mon heure la plus sombre. Le message s'est poursuivi. Nous avons parlé, c'est tout. Elle a dit que les choses étaient rudes entre vous deux. Je me souciais toujours d'elle. Je l'aime toujours pour être honnête. Je le ferai toujours. C'était là. Le noyau de celui-ci. La partie qu'il avait toujours gardée juste sous la surface, enduit civilité et préoccupation. Cette torche vacillante qu'il ne lâchait jamais tout à fait. Et maintenant, il l'a dit hardiment, sans vergogne. Je n'ai pas répondu. Je l'ai lu 2 fois de plus, puis j'ai ouvert l'application de la caméra, j'ai pris une capture d'écran et je l'ai imprimée en utilisant la petite imprimante sans fil que nous avons gardée dans le placard de bureau. Le seul Kira utilisé pour les modèles de paperasse et de recettes. Je ne l'ai pas fait par mesopuité. Je l'ai fait parce qu'elle avait besoin de voir la chose que j'avais toujours ressentie était là. La vérité qui ne pouvait plus se cacher derrière ses excuses. J'ai soigneusement plié le papier, l'ai glissé dans une enveloppe et je me suis y adressé. Pas de note, aucun avertissement, juste la vérité envoyée par la poste à la femme qui avait défendu son amitié comme si c'était des écritures sacrées. Cette nuit-là, j'ai dormi plus facilement que ce à quoi je m'attendais. La prochaine fois que j'ai vu Kira, c'était le soir suivant. Elle était partie la majeure partie de la journée, le travail, les courses. Je m'en fichais plus. J'étais assis sur le patio arrière, allaiter une tasse de café noir, regardant le soleil s'estomper dans un ciel de la marine. La porte craqua et elle sorta pieds nus, tenant l'enveloppe ouverte dans une main et le message imprimé dans l'autre. Son visage était pâle, creusé par quelque chose qu'elle ne pouvait pas couvrir avec un correcteur ou une indifférence calme. « Vous avez envoyé ceci à la maison ?» demanda-t-elle, la voix serrée. J'ai siroté mon café et je ne l'ai pas regardé. « Tu vis ici pour le moment ?» Elle s'est rapprochée. « Pourquoi feriez-vous ça ?»« Parce que tu avais besoin de le voir par écrit de lui, pas seulement de moi. »
Elle se tenait là pour un battement, des lèvres tremblant comme si elle voulait protester, mais ne pouvait pas trouver une seule défense. Il dit qu'il m'aime, marmonna-t-elle finalement comme s'il essayait les mots pour la taille. Il vous a dit ça. J'ai hoché la tête lentement. Et vous devez vous demander pourquoi il se sent si à l'aise de le dire à votre mari. Son visage tomba, le sang s'écoulant de ses joues. Je ne lui ai pas demandé de dire ça, murmura-t-elle. Mais tu as créé l'espace où il pouvait, répondis-je. Chaque appel que vous avez passé. Chaque fois que vous avez tout laissé tomber pour être là pour lui. Vous n'avez pas triché avec votre corps, Kira. Mais vous trichez avec votre fidélité depuis longtemps. Elle s'assit sur la chaise à côté de moi, du papier se serra toujours dans sa main comme si cela pourrait expliquer quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Sa voix était petite, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je me suis tourné vers elle pour la première fois, mes yeux fatigués mais tranchants. Mais vous l'avez fait, et les intentions n'échangent pas l'impact. Elle acquiesça lentement. Des larmes se rassemblaient dans ses yeux maintenant, mais je ne me suis pas déplacé pour la réconforter. Ce n'était plus mon rôle. Il avait besoin de moi, dit-elle à peine au-dessus d'un murmure. Et je ne l'ai pas fait, répondis-je. C'est la partie que vous ne semblez toujours pas saisir. Je n'avais pas besoin de vous tous les jours. Je ne m'accrochais pas, ne vous envoyez pas ou ne vous envoie pas dans des spirales émotionnelles. Mais j'avais besoin de vous cette semaine-là, ce moment, et vous avez choisi quelqu'un d'autre. Elle couvrait son visage avec ses mains. Je ne pensais pas que tu partirais jamais. Je ne pensais pas que tu ne le ferais jamais non plus, dis-je. Mais vous l'avez fait. Vous avez quitté la seconde où vous êtes sorti de cette chambre d'hôpital. Ses épaules tremblaient. Je ne parlais pas à nouveau. J'ai laissé le silence faire ce que les mots ne pouvaient pas. Je l'ai laissé s'asseoir dedans. Laissez-le ramper sur sa peau et s'installer dans ses os comme il s'était installé dans les mines il y a des semaines. Elle se tenait finalement, essuya les yeux. Je vais vous donner de l'espace. Ce n'est pas de l'espace dont j'ai besoin, dis-je, regardant tout droit. C'est la paix. Elle s'attarda comme si elle voulait en dire plus, peut-être s'excuser, peut-être mendier, mais ensuite elle s'est retournée et est revenue à l'intérieur, c'est pas plus doux que je ne les ai jamais entendus. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a de nouveau bourdonné. C'était elle, un appel manqué, puis un autre, puis une messagerie vocale. Je ne l'ai pas écoutée. À 2h12, elle a rappelé. J'ai regardé l'écran s'allumer, son nom brillait contre l'obscurité de la pièce comme quelque chose de distant et étranger. Je le laisse sonner parce que certains ponts ne brûlent pas. Il se désintégrant pièce par pièce jusqu'à ce que vous vous teniez sur des falaises opposées tenant une histoire qui ne peut plus prendre de poids. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Trevor ne nous a pas cassés. Elle l'a fait. Nous ne nous sommes jamais assis les uns des autres et l'avons haché. Pas de chameau à table avec de lourds silences. Pas de trajet d'1 heure juste pour parler. Aucun combat qui s'est transformé en larmes ou en larmes qui se sont transformées en sexe de maquillage. Ce n'est pas ainsi que cela s'est terminé pour nous. Il n'a pas explosé. Il s'est dissous comme du sucre dans le thé tiède présent au début, puis soudainement invisible. Ce qui est drôle à propos de la trahison, c'est qu'il n'arrive pas toujours avec des portes hurlantes ou claquant. Parfois, il apparaît en silence. Un regard persistant qui dit « Je sais ce que j'ai fait ». Associé à une vérité tacite, et je ne vais pas le réparer. Je pense que j'ai attendu cette conversation plus longtemps que je ne suis prêt à l'admettre, même après tout. Après l'hôpital, après le message imprimé de Trevor, après les appels manqués et ignorer les SMS, je m'attendais toujours à ce qu'elle me retire un jour, m'asseyait et dit la vérité. Vraiment, dites-le. Pas la version organisée, pas le je ne voulais pas dire des excuses qui ont laissé tous les dégâts intacts. Je voulais qu'elle me regarde dans les yeux et dise « Je t'ai quitté quand tu avais besoin de moi. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Je ne me suis pas battu pour toi et je suis désolé, mais cette conversation n'est jamais venue. » Au lieu de cela, nous sommes devenus des experts à l'évitement. Elle est restée de son côté de la maison et je suis resté sur la mienne. Elle partirait tôt pour le travail. Je fais semblant de dormir. Nous avons partagé une cuisine, mais pas des repas. Un mot de passe Wi-Fi, mais pas une vie. Un jour, j'ai trouvé une de ses boucles d'oreilles sur l'évier de la salle de bain, juste assis là comme elle, délicate et or, le genre qu'elle porterait quand elle voulait avoir l'air polie sans effort. Je l'ai ramassée et je l'ai regardée comme si c'était une relique d'un mariage que je reconnaissais à peine. J'ai pensé à le mettre de côté,
en le plaçant doucement dans ce bol en céramique qu'elle a utilisé pour les bijoux, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé tomber dans le tiroir et l'ai fermé. Dur. Ce qui restait entre nous, c'était la logistique, l'épicerie, un email transmis sur une facture d'eau, une note sur le réfrigérateur sur un rendez-vous à venir, le genre de restes banals qui vous font réaliser que l'amour ne concerne pas les grands gestes. C'est dans les petits efforts invisibles, ceux qui avaient disparu. Parfois, elle planait près d'une porte comme elle voulait dire quelque chose. Je verrais son ombre sous le cadre, je ressens sa présence juste à l'extérieur de la pièce, en attendant le courage qu'elle ne semblait pas se rassembler. Mais elle n'est jamais intervenue, n'a jamais franchi le seuil et je ne l'ai jamais invitée. Je pense qu'une partie de moi a toujours tenu l'espoir. Qu'elle briserait le modèle, qu'elle marcherait en une nuit, s'asseoir à côté de moi et dirait « Je suis prêt à parler, pas défendre, pas tourner, juste parler ». Mais cet espoir a commencé à se sentir plus comme un auto-blessure plus je m'y accrochais longtemps. L'espoir après un certain temps devient une forme de déni. Un matin, je me suis réveillé et elle était partie. Pas en permanence, juste de la maison. Pas de notes, pas de message. Je n'ai pas appelé pour vérifier où elle était, et elle n'a pas envoyé de SMS pour dire quand elle serait de retour. C'est ainsi que nous vivions maintenant. Deux personnes sous un même toit, reliées uniquement par le fil terne d'un passé en ruine. Plus tard cette semaine-là, Gillian s'est arrêtée avec les prises. Elle n'a pas demandé comment les choses allaient avec Kira. Elle n'en avait pas besoin. Un regard sur la deuxième place intacte assise sur la table à manger était une réponse suffisante. Elle est toujours là, a demandé Gillian, déballant les nouilles. Techniquement, a-t-elle dit quelque chose? Non, s'arrêta Gillian, des baguettes planant sur sa boîte. Donc, elle n'essaie pas. Elle existe, dis-je. C'est tout. Gillian m'a lancé un long regard. Pas de jugement, juste fatigué. Vous méritez une conversation, des kilomètres. Même si ça termine tout, j'ai hoché la tête. Mais au fond, je savais déjà qu'il n'y en aura pas parce que vous ne pouvez pas avoir de conversation avec quelqu'un qui a déjà emballé mentalement ses sacs. Vous ne pouvez pas raisonner avec l'absence. Et c'est ce qu'elle serait devenue. Présent uniquement dans le corps, émotionnellement vérifié, parti spirituellement. La vraie mort de notre mariage n'était pas qu'elle m'a quitté à l'hôpital. C'est qu'elle n'est jamais revenue. Pas vraiment. Elle est revenue physiquement. Oui. Mais la femme que j'aimais, celle qui envoyait des SMS en pensant aléatoire à vous et ramenait à la maison mes collations préférées après une longue journée, elle était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus froid, distant, presque mécanique. J'ai aperçu elle un après-midi dans l'arrière-cour arrosant les plantes. Les mêmes hortensias qu'elle me suppliait pour l'aider à couper chaque printemps. Elle se déplaçait avec un but, ne regardant jamais une fois vers la maison. Son visage était vierge, paisible même. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle n'était pas alourdie par la culpabilité. Plus maintenant. Elle avait fait la paix avec ses choix. Elle ne m'avait pas dit. Il y a eu une nuit environ 2 mois après mon retour à la maison quand j'ai pensé que cela pourrait arriver. La conversation, nous nous sommes tous les deux retrouvés dans la cuisine en même temps. Elle faisait du thé. Je rangeais les restes. Il était tard. Calme. Elle m'a regardé, hésita. Miles, dit-elle doucement. Je me suis retourné, attendu. Elle ouvrit la bouche, puis la ferma, secoua la tête. Peu importe. Et c'était tout. C'était le moment où elle aurait pu tout dire, mais elle ne l'a pas fait. Et je ne l'ai pas poursuivi parce que j'ai finalement compris. Si quelqu'un peut vous laisser au milieu de votre pire moment sans un mot et revenir sans excuse, il ne mérite pas la sécurité de votre cœur. J'avais déjà eu la conversation dont j'avais besoin avec moi-même. Je m'étais assis dans le silence, j'ai rejoué les souvenirs, j'ai fait face à la vérité, et je n'avais plus besoin de sa validation pour se sentir justifié de partir. L'amour ne se termine pas toujours par un crash. Parfois, cela ne se présente jamais quand cela compte le plus, et aucune attente ne ramènera quelqu'un qui ne pensait pas que vous valiez la peine d'être séjourné. Cela fait 4 mois maintenant. La cicatrice sur mon ventre s'est estompée en quelque chose de pâle et de calme, juste un rappel incurvé de ce qui était autrefois une menace. Il ne palpite plus quand je me tiens ou se tourne. Bien que je m'attrape toujours en frottant la peau à l'esprit lorsque je suis perdu dans mes pensées. La guérison a été lente, mesurée en petits vents. S'asseoir sans me préparer. Aller toute une semaine sans vérifier le couloir pour son ombre.
Se réveiller et ne pas se demander immédiatement où elle est. La cicatrice sur ma poitrine cependant, émotionnelle, c'est différent. Celui-là ne s'annonce pas avec douleur. Il apparaît dans les conversations dans des silences inattendus. Cela pulse chaque fois que quelqu'un demande « Comment va ta femme ?» Et je dois m'arrêter avant de répondre parce que le mot n'a plus l'impression qu'il m'appartient. Pas vraiment. Kira a déménagé le mois dernier. Ce n'était pas un grand départ dramatique. Pas de cris, pas de sac jeté à l'arrière d'une voiture. Juste un samedi matin calme lorsqu'elle est entrée dans la cuisine avec un morceau de papier plié et un regard sur son visage comme si elle était déjà à mi-chemin. Je buvais du café près de la fenêtre, regardant quelques feuilles danser sur la pelouse lorsqu'elle a glissé le papier sur la table. J'ai trouvé un endroit, dit-elle. Une location à court terme, jusqu'à ce que je découvre les choses. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait besoin pour comprendre. Je ne lui ai pas dit de rester. J'ai juste hoché la tête, fini mon café et l'ai laissé faire du silence. Elle n'a pas pris grand-chose. Quelques plantes, ses livres, quelques vêtements. Je n'ai pas proposé d'aider et elle n'a pas demandé. Je me tenais à la porte d'entrée quand elle est finalement partie, une main reposant sur le cadre. Elle a tourné une fois, m'a lancé un regard qui était en partie de la tristesse, en partie la démission. Je ne savais pas combien je t'ai blessé jusqu'à ce qu'il soit trop tard, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Pas alors. Elle est sortie et je ne l'ai pas regardée partir. J'ai fermé la porte derrière elle et je me suis tenu dans le calme de la maison, écoutant le son de rien. Ce fut le moment le plus paisible que j'avais eu depuis des mois. Cette nuit-là, j'ai répondu à son message avec une seule phrase. Une certaine douleur nous apprend ce que l'amour n'a jamais fait. Je n'ai pas entendu dire. Je ne m'attendais pas. Ce n'était pas le genre de message qui exigeait une réponse. C'était la période à la fin d'une très longue phrase douloureuse. Depuis lors, j'ai appris à vivre sans elle. Pas seulement sa présence physique, mais l'idée d'elle. Le rôle qu'elle a joué dans ma vie, l'espace qu'elle occupait dans mon avenir, la version de notre mariage à laquelle je n'essayais pas de croire même lorsque les preuves ont dit le contraire. Gillian passe toujours. Parfois avec ses enfants, parfois seule. Elle ne presse jamais, ne demande jamais de détails. Elle donne juste vie à la maison. Bruit, rire, casserole, je ne mange pas la moitié d'eux. Sa présence me rappelle que la loyauté n'est pas un mythe. Il existe. Cela ne vient pas toujours des endroits auxquels vous vous attendez. J'ai commencé la thérapie. Vraie thérapie. Pas le genre où vous allez une fois. Et dites, je vais bien pendant 45 minutes. Je vais tous les mardis après-midi. Je m'assois dans un petit bureau avec des murs la couleur de l'argile sèche. Et je parle au docteur Hoy de tout. À propos de la rupture à mon côté et plus profonde à ma confiance. Sur la différence entre la solitude et la solitude. À quel point il est étrange d'aimer quelqu'un et de savoir que vous ne pouvez plus jamais lui faire confiance. Il ne me donne pas de réponse, juste de l'espace. Et c'est suffisant. La maison est plus silencieuse maintenant, mais pas de manière triste. J'ai réorganisé quelque chose. Déplacer les photos des murs du couloir, remplacer ceux partagés par des impressions encadrées que j'ai toujours aimées mais jamais suspendues parce qu'elles ne correspondaient pas à son esthétique. J'ai remplacé les oreillers de lancer, acheté de nouveaux draps à travers le mélangeur. Ces choses semblent petites, je sais, mais quand vous avez vécu avec le fantôme des besoins de quelqu'un d'autre pendant des années, récupérer même le coin d'une pièce ressemble à une révolution. Je cuisine pour moi maintenant, pas seulement en réchauffant des restes ou en commandant, mais aussi à des repas réels. J'ai redécouvert comment j'aime mes œufs. J'achète des produits d'épicerie sans scanner, la liste pour ses favoris. Je joue ma musique le matin, bruyant, sans vergogne, le genre qu'elle a toujours dit lui a donné mal à la tête. Je danse même un peu de temps en préparant le petit déjeuner, non pas parce que je suis heureux tout le temps, mais parce que je me sens enfin comme moi à nouveau. La guérison n'a pas été linéaire. Il y a des jours que j'entends toujours sa voix quand je me réveille. Jour où j'imagine que sa clé tournait dans la porte comme si tout pouvait revenir à la version de nous, je m'étais habitué à aimer une bouée de sauvetage. Mais alors je me souviens que la version de nous que j'aimais était principalement de la fiction. Une illusion soigneusement organisée, quelque chose que j'ai travaillé sans relâche pour préserver pendant qu'elle dérivait de plus en plus. Certaines nuits, je m'assois sur le patio arrière et je pense à ce que j'ai appris sur l'amour, la loyauté, la violence tranquille de l'abandon tout en étant techniquement aimé. Ce que j'ai compris, c'est ceci.
L'amour n'est pas mesuré par ce que quelqu'un dit quand les choses sont bonnes. Il est mesuré par qui se présente lorsque tout s'effondre. C'est entre les mains qui vous tient quand vous êtes brisé. Dans les voix qui résonnent dans les couloirs lorsque vous ne pouvez pas parler pour vous-même. Ici, cela ne s'est pas présenté. Elle a fait un choix à plusieurs reprises. Et même si j'aurais pu pardonner une erreur, un moment de faiblesse, je ne pouvais pas pardonner à un modèle, cette réalisation ne m'a pas rendu amer. Cela m'a fait clairement. Je ne suis plus en colère. Je n'attends pas qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. Je ne vérifie pas ses réseaux sociaux ou ne relus pas d'anciens messages. Cette partie de ma vie est terminée. Le chapitre est fermé, non arraché ou brûlé, juste tourné tranquillement. Enfin, aujourd'hui, je me suis réveillé, je me suis étiré sans grimacer, j'ai fait une tasse de café et je me suis tenu pieds nus dans la cour pieds nus. L'herbe était froide. L'air sentait quelque chose de nouveau. Je ne me sentais pas brisé. Je ne me sentais pas inachevé. Je me sentais juste comme moi et c'était suffisant.